Bonsoir toutes et tous, super ravi de vous retrouver encore pour un épisode de Racontase littéraire et je ne pourrais pas le faire sans mon acolyte de toujours qui a fait un effort vestimentaire ce soir. Comment il est, Koulsoum? Ça va, bonsoir Kelly, bonsoir à vous tous. Merci de recevoir à nous tous les mercredis à 18h chez Zot et merci de nous être fidèles. Alors, aujourd'hui Kelly, on va aborder un sujet grave mais avec le sourire parce que il faut casser les tabous, il faut casser les codes. Donc, même si on est souriante, n'oubliez pas que le sujet est sérieux. Et sérieux, très sérieux. Nous recevons aujourd'hui Marie-Claude Barbin. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Alors effectivement, aujourd'hui on va essayer de casser les codes, on va essayer justement de briser les silences pour revenir à votre titre. J'aimerais juste commencer par des chiffres que j'ai glanés un peu donc sur Internet. Il faut savoir qu'en France, toutes les 3 minutes, un enfant est victime de viol, d'inceste ou d'agression sexuelle, ce qui est donc trop important, très important et voire trop, tout simplement. Et à La Réunion, 15 enfants connus, entre guillemets, sont victimes de violences, ce qui fait donc 5300 enfants par an. Voilà. À l'échelle d'une classe, c'est entre 3 et 5 enfants par classe. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, c'est terrible. Parce qu'on va parler en fait de l'inceste. Voilà, on va parler de l'inceste et je remercie donc justement Marie-Claude Barbin donc de nous avoir proposé donc son témoignage, voilà, d'en briser les silences, donc témoignage d'une psychologue. Voilà. Oui. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que à la fin de cette lecture, je suis restée sans voix. Pourquoi je suis restée sans voix ? Parce que, en fait, grâce à votre témoignage, on comprend le pourquoi du silence. Ce silence, voilà. Parce que c'est quand même ce silence qui enferme les victimes. C'est, je dirais, le silence qui est le décor, je dirais, posé pour poser, entre guillemets, cet acte violent. Et on ne s'aperçoit pas toujours, en fait, de ce silence qui gangrène, en fait, l'existence d'une personne qui est victime d'inceste. Voilà. Donc, en fait, je vais préciser que moi, j'étais victime de viol, pas d'inceste, de viol. De viol, oui. Ouais, par un ami de la famille, voilà, et j'avais 6 ans. Voilà, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on peut faire à 6 ans, même quand on est adulte, face à un prédateur sexuel, Et à 6 ans, personne n'a jamais rien su de ma famille. Et même quand toute la famille s'est éteinte, personne n'a jamais rien su ou voulu savoir. Parce que c'était tellement gênant. En plus, j'étais née en 1949 dans un petit village des Hauts, éclairé à la bougie et aux croyances superstitieuses. En plus, une enfant née de père inconnu, enfin, mon père était marié. Oui, vous imaginez la honte. Exactement. D'être une enfant bâtarde. J'ai souffert de harcèlement dans la cour de récréation. Je ne savais pas ce que ça s'appelait comme ça. Aujourd'hui, je le sais. Harcèlement. Et puis, il faut dire que les prédateurs, ils ne choisissent pas leur proie n'importe où. Oui, voilà. Évidemment. Et donc, dans un de vos livres, l'inceste, le viol ? Non, c'est pas c'est l'insensé. L'insensé. C'est dans l'insensé. Oui. Voilà. C'est il y a beaucoup de parts d'autobiographie, c'est ça ? Oui, bien sûr. Alors, avant d'arriver à briser les silences en 2023, j'ai commencé à écrire en 2010 l'insensé. Oui, exactement. Là, je raconte l'histoire d'une petite fille maltraitée dans les Hauts. Puis je mise beaucoup sur l'humour, quoi. Donc, je vais parler des cyclones, de la purge, des coups de fouette. Et de cette poupée. Des séances chez le sorcier, parce qu'on croyait que j'étais possédée, en fait. Non, oui, j'étais victime de viol. Cette poupée-là, vous voyez cette poupée-là ? Dans les familles d'avant, on recevait une jolie poupée en cadeau, sûrement d'un parent, sûrement un petit peu aisé. Et il ne fallait pas toucher, il ne fallait pas jouer avec pour ne pas casser. Qu'on mettait sur les étagères. Vous en parlez. On mettait sur le living et puis de temps en temps, maman dépoussiérait. Mais je l'ai gardée longtemps, cette poupée, parce que jusqu'à ce qu'elle tombe en lambeaux, quoi, parce que c'était en celluloïd.
c'était extrêmement fragile. Eh ben oui, évidemment. Fallait pas toucher. Alors justement, pour revenir à briser les silences, donc tout à l'heure j'ai fait un amalgame très maladroit entre l'inceste et le viol, mais en même temps, quand on lit votre témoignage, on se dit c'est un environnement incestueux. Oui. L'environnement familial dans lequel vous êtes, il est incestueux psychologiquement. Je veux dire, les figures maternelles que vous décrivez, entre justement, alors ce qui est très significatif, votre mère, vous n'appelez jamais maman en fait dans votre livre. Donc ça c'est assez significatif du lien qui n'existe pas et qui va, entre guillemets, si j'ose dire, conditionner l'arrivée à, comme vous dites, entre guillemets, le diable que vous avez rencontré à l'âge de 6 ans. Je veux dire, toutes les figures maternelles qui ont jugulé autour de vous, ce sont quand même des figures qui sont assez distantes, on va dire. Défaillantes. Distantes et défaillantes. Voilà. Donc, c'est vrai que ce qui est marquant, en fait, dans votre témoignage, c'est que vous expliquez le pourquoi de ce viol. Voilà. Donc, c'est assez... ce que je voulais dire, c'est qu'on ressent, en fait, la nécessité du pourquoi. C'est ça. Oui, parce que les enfants c'est l'image de l'innocence, quoi. Donc, on peut rien faire. Et puis, la famille était carencée, effectivement. Ma grand-mère, ça n'a jamais été une grand-mère. C'était... Voilà, vous le dites. Elle était froide, ma mère, elle n'était pas aimante. C'est pour ça, quand je l'appelle par son prénom, parce que je me suis dit, bon, mais c'est une mère, mais elle ne sait pas ce que voulait dire le mot maman. Exactement. Et l'autre tante, j'étais élevée dans une famille de catholiques pratiquants qui pratiquaient aussi la sorcellerie. C'est paradoxal. Et donc, toute la famille allait à l'église le dimanche et puis allait en semaine chez les sorciers. Et j'avais une tante qui était alcoolique et nymphomane, c'est-à-dire qu'elle s'offrait aux hommes. Elle se prostituait parce qu'elle ne demandait pas de l'argent, hein. Mais je pense qu'elle a été victime d'inceste. Je ne sais pas par qui. Oui. Vous voyez la mémoire. Parce que nous, quand les victimes, moi, je préfère le mot survivante. Oui. Parce que quand moi j'ai vécu cet épisode sur plusieurs jours, mais je somatisais. Et donc, c'est pour ça, après, je me suis occupée d'enfants en difficulté. J'ai même auditionné des enfants victimes de viol. Les enfants parlent, mais c'est les adultes qui les entendent pas, qui veulent pas entendre, quoi. Et donc, moi, j'ai pas pu parler, mais je somatisais. Mais ma famille me soignait à sa façon. C'est-à-dire qu'on m'emmenait faire des séances d'exorcisme dans les chapelles des sorciers. La plupart du temps, c'était des charlatans. Moi, à mon âge, j'avais une lucidité hors du commun. Les victimes de violences sexuelles dans l'enfance, de maltraitance, ont une hypersensibilité et captent tout plus vite que les autres, quoi. On a souvent une longueur d'avance, même si on est dans l'impuissance totale. Et sinon, c'était les séances de sorcellerie, c'était... elle est folle. Moi, j'ai commencé à prendre des anxiolytiques depuis l'âge de 14 ans. Hein. Waouh! Je suis vraiment addict. Oui. C'est très tôt. Alors, je vais revenir, moi, sur votre parcours parce que, évidemment, vous avez vécu cela très, très jeune. Et ensuite, il y a une force qui vous anime, il y a une force en vous, puisque vous devenez quand même clinicien. C'est pas rien d'avoir d'aller chercher, de traîner ce fardeau, d'aller chercher ces diplômes, de se dire moi je veux peut-être aider les autres, mais je veux aussi comprendre et je veux aussi me séparer, mettre des distances. Donc la dissociation. Comment ça arrive on entend des gens dire c'est pas facile, c'est long, et puis souvent autour on ne comprend pas. Ils sont beaucoup incompris, ces gens-là. Oui. En fait, je me suis raccrochée à mon intelligence pour survivre. Bien sûr. Comme mes camarades m'embêtaient dans la cour de récréation, je me disais, je vais être bonne élève rien que pour les embêter. Et j'ai eu une mère... C'est une belle revanche. Une belle revanche. J'ai eu une mère qui m'a appris à lire. Moi, quand je suis rentrée au CP, je savais déjà lire, quoi. Parce que ma mère, elle faisait la petite école pour les enfants du village. Donc, moi, je bénéficiais de tout ça. Et à 5 ans, je savais lire. Je suis restée, je sais pas, j'ai sauté des classes au primaire. Pour après me rattraper. Les études de psycho,
c'est venu sur le tard. Hein. Quand j'étais déjà enseignante, j'étais enseignante normale. Je travaille dans un CP, je dis mais comment je vais faire dire ordinaire, parce que oui, normal. Comment je vais faire pour sortir ces enfants de là? Ils comprennent pas le mécanisme de la combinatoire. Ils n'arrivent pas à lire. Comment je fais? Et j'ai rencontré sur mon chemin un inspecteur de l'éducation nationale bienveillant. Il m'a dit, oui, vous pouvez postuler, vous pouvez faire des études spécialisées. Donc, c'est pour ça que j'étais institut spécialisé. J'ai fait 2 spécialisations dans la foulée. Les RAZ, maître tout ça là, j'ai connu tout ça. Et je me suis dit, maintenant, je vais m'occuper d'enfants en souffrance. C'était peut-être une manière aussi de réparer. Et puis, les études font qu'ils m'ont sauvé. Les études m'ont sauvé de la schizophrénie ou la dépression. Parce que je me suis raccrochée à ça comme une bouée de sauvetage. Je me dis, c'est marche ou crève. À la fin de mon livre, je dis, le roseau plie, mais ne rompt pas. C'est comme bambou, quoi. Voilà. Il plie. Voilà. Mais ça me fait penser à une fable. Kung Fu Panda. C'est ça. C'est pour ça qu'on retrouve dans votre écriture, même si le décor est déjà bien lourd, il y a cette petite dose d'humour qui glane un peu le livre, donc c'est assez plaisant, entre guillemets, quoi. Oui, je voulais pas trop m'apitoyer sur mon sort. Quand j'ai commencé à écrire L'Insensé en 2010, c'est plein d'humour, quoi. Je pensais, sans avoir le talent d'Hervé Bazin, je me disais, j'aimerais bien écrire comme lui, Vipère au point, c'est génial. Oui. Donc, je me suis inspirée de ça. Après, il y a beaucoup d'autres livres, Quand les mots nous manquent, vous êtes toujours dans ce domaine de silence. Et puis, il y en a un qui sort un peu du lot, c'est Ras le sein. Ça sort un peu du lot, parce que les autres, voilà. Et puis, tout d'un coup, il y a Ras le sein qui sort un peu du lot de vos écrits. Parce que j'étais touchée par Octobre Rose, le cancer du sein. Mais ce que je veux dire, c'est que les victimes de violences sexuelles, nous somatisons, nous coûtons cher à la société. Parce que soit il y a des troubles de la boulimie, anorexie, les tentatives de suicide, la dépression. Le corps qui se manifeste, vous avez des... Alors pour moi, j'ai eu la totale. Le cancer du sein d'abord, pour une petite tumeur, ils se sont acharnés dessus. C'est pour ça que j'ai écrit Ras le sein. C'est ce que vous racontez, en fait, je parle surtout des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Oui, c'est ça. Donc je raconte mon parcours de santé qui a été vraiment compliqué pour une tumeur de l'ordre du millimètre. Maintenant, j'ai encore des séquelles. Et donc, oui, ça m'a permis de prendre un peu de distance. C'est bourré d'humour aussi là-dedans. Oui. Et justement, par rapport aux soins, donc il y a un moment, par rapport donc, à ce que vous avez subi, vous évoquez, le chapitre, c'est le serment des hypocrites. Oui. Voilà. Alors, ce chapitre, il est fabuleux parce que vous n'y allez pas de main morte, justement, sur ce que vous avez rencontré dans les cabinets de psychologues ou psychanalystes. Et c'est dingue, cette omerta, finalement, que vous dénoncez par rapport donc à ce que vous voyez. Et justement, encore une fois, on impose le silence face à des personnes qui sont censées nous donner du soin. Enfin, on imagine. On se livre quand même à eux. Et ça reste encore un lieu où vous redécouvrez une scène de viol. Des viols à l'âge adulte. C'est quand même, en général, en général, les victimes de viol, elles attirent malgré elles les hommes maltraitants. Et on a vraiment un seuil de tolérance, je ne sais pas comment, pour supporter de plus en plus un niveau de violence de plus en plus élevé. Exactement. Mais c'est le lot de carrément toutes les victimes. J'ai fait un travail sur moi. Je suis tombée sur un psychiatre qui se disait psychanalyste. Je me suis allongée 20 ans sur un divan. Après, j'ai revu 10 ans un autre en face à face. Je dis, à vous, moi, je ne m'allonge pas sur votre divan. Au moins, vous êtes prévenus. Mais je veux dire que la psychanalyse, maintenant, on commence à s'en sortir de la psychanalyse. Parce que le psychotraumatisme, Freud il a parlé de névrose de guerre, tout ça. Mais je veux dire que la psychanalyse n'est pas tout à fait en adéquation pour soigner les victimes de violences sexuelles. Et c'est ce que vous dites. Parce qu'il faut vraiment des spécialistes. Moi, je suis tombée sur des charlatans. Donc, j'ai tourné en rond et je me suis dit, peut-être que je vais faire des études, ça va me sauver un peu. Et puis, en faisant des études de psychologie clinique, vous arrivez à comprendre le mécanisme. Pourquoi il vous est arrivé cette chose-là? Et pourquoi, moi, ce que je voudrais apporter dans mon témoignage, c'est pas tellement mon histoire, c'est l'analyse clinique que j'en fais.
l'analyse clinique que j'en fais, excusez-moi, petit blanc de temps en temps. Non, c'est pas grave. Oui, alors voilà, ça s'appelle la dissociation. Voilà. C'est un bel exemple. Exactement. Parce que quand on est face à son violeur, il y a le cerveau qui... Pourquoi elle ne fuit pas, la victime? Pourquoi elle ne crie pas? Pourquoi elle ne porte pas plainte? Des années après, moi, j'ai jamais porté plainte. Parce que le cerveau, il prévoit, il sent un danger imminent, presque la mort, quoi. Hein. Quand vous êtes face à un violeur, vous êtes anéanti, vous êtes figé, paralysé, vous ne pouvez rien faire. Ça s'appelle la sidération. Oui. Et après, pendant tout ce qui se passe, vous êtes déconnecté de votre corps. Par exemple, le côté émotionnel, il est mis de côté. C'est moi, c'est pas moi. Vous êtes comme spectatrice de ce qui vous arrive. Et ça va jouer toute votre vie parce que vous allez être dissocié, vous allez être à côté de vos pompes. Vous suradaptez à la réalité, vous rigolez tout le temps alors qu'à l'intérieur, c'est le fracas. Et c'est souvent ce que les autres ne comprennent pas, qui est très difficile à faire comprendre, parce que je sais que vous intervenez dans les classes, vous intervenez auprès des jeunes, vous intervenez dans des associations qui vous invitent et que vous expliquez cette dissociation. Est-ce que dans ces moments-là, le public, c'est facile ou difficile de les gérer, la réaction du public? Ça doit pas être facile quand vous êtes en face du monde et que vous voyez des symptômes ou des gens pleurer. C'est des moments peut-être difficiles à gérer, parce que récemment, ouais. Mais c'est ce que vous apprenez en psychologie clinique, c'est-à-dire ne pas vous projeter ne pas projeter votre propre malheur sur la personne qui est en face. Quand vous êtes dans la compassion, vous tenez la main et vous pleurez avec. Vous pouvez pas aider la personne. Non. Il faut avoir de l'empathie. L'empathie, ça peut être inné, ça peut être une hypersensibilité naturelle vécue aussi très tôt, mais ça se travaille, quoi. Parce que j'entends parler des codes d'empathie à l'école. Oui, bien sûr, c'est intéressant. Pour les adultes surtout. Évidemment, qui surtout s'occupe de ces gens qui sont assez fragiles, parce que quand vous rentrez quand vous êtes éducateur et que vous arrivez quelque part, on ne sait pas qui est en face de vous. Alors, peut-être on arrive au moment, parce qu'on est bavarde. Hein. Oui. On vous a demandé donc de venir avec un objet qui vous caractérise. Alors, est-ce que vous avez pensé à cela? Eh bien, j'ai pensé à ça. À celui-là. Ah ouais, c'est le premier. Ouais. Parce que c'est ce livre qui m'a fait connaître en 2010. D'accord. Et il n'a pas été réédité. Donc, à chaque fois que je vais sur un salon, le premier livre que je vends, c'est celui-là. Je ne sais pas si c'est pour le visuel, c'est moi qui l'ai imaginé, le visuel. Hein. Mais c'est-à-dire que le visuel, moi, ça me frappe. Hein. Cette poupée, moi, elle me fait peur. Hein. Excusez-moi, hein. Les poupées. Disons que si on prend... elle me fait peur, cette poupée, quand je la regarde comme ça, tout d'un coup, je me dis, waouh. Si on prend le temps de lire Briser les silences, on sait pourquoi. Évidemment, elle est comme ça. C'est vrai, parce qu'il y a une autre poupée où en chiffon, voilà, où vous vous acharnez dessus. C'est vrai que c'est assez parlant. Moi, j'aurais donc juste une question à vous poser. Dans votre livre, vous dites on fait au mieux, on fait avec. Alors, actuellement, est-ce que ça vous correspond? Pareil, on fait au mieux, on fait avec. Alors, parce que j'étais dans un groupe de parole où il y a une victime d'inceste, elle était en pleurs, et elle disait, ouais, mais il y a des flashbacks. Oui. Mais le problème avec les flashbacks, on fait comme on peut avec, parce que moi, au début, quand j'étais submergée par... Les flashbacks, c'est une image, à un instant, c'est comme un petit bout de pellicule, il y a une scène qui est fixée dessus, il y a 2 ou 3 images, puis ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps à votre insu. Et au début, on ne sait pas quoi faire avec. Et maintenant, j'ai programmé mon cerveau aussi. Hein, des stratégies d'évitement. Quoi. Oui. Je me concentre sur un truc. Je vais dans mon jardin. En ce moment, je fais comme la vanille. C'est génial. Ah. Albius serait content. Albius qui est dans votre corps. Je remercie Albius parce qu'il m'a... j'ai enfin compris la technique. C'est pas difficile, mais alors là, il faut pas avoir la main qui tremble. C'est sûr. D'accord. Alors, si vous avez juste un mot à dire, parce que là, on arrive à notre fin, si vous avez un mot à dire à ces gens qui n'osent pas, n'osent pas dire, qu'est-ce que vous leur conseillez? Je ne suis pas une adepte de l'injonction à parler. Oui. Parce que oui, la personne va parler, mais on fait quoi après? C'est ça. C'est surtout qu'est-ce qu'on en fait de cette parole. Donc, c'est vrai qu'il faudrait peut-être plus de groupes de parole.
dans les écoles. Quand je travaillais en maternelle, le matin, les enfants arrivaient et racontaient ce qui s'est passé à la case. Et souvent, on me dit, bon, il y a soit la violence, il y a eu des coups, tout ça là, l'alcool. Mais dans les grandes classes, il faudrait ces groupes de parole parce que souvent, les enfants, ils arrivent à en sortir des choses. Mais si vous ne savez pas quoi faire avec ce qu'un enfant vous a dit, vous lui dites, ben oui, je vais en parler à d'autres qui vont t'aider. Ne pas le laisser seul. Ouais. Alors, sur ces paroles, on est obligé de vous laisser, de vous dire au revoir et de vous retrouver pour un prochain épisode sur Racontage littéraire. Bonsoir à toutes.